Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et tous les moyens, tous les canaux qu'on peut utiliser pour pouvoir endosser cette mission et s'assurer que dans les années à venir, que l'Afrique puisse retrouver ses couleurs, ses lettres de noblesse, on le fera. Donc c'est pour ça qu'à travers ce genre d'émission, on essaie de rencontrer des éminentes personnalités, des entrepreneurs qui partagent aussi des rocades qui vont partager leur expérience sur comment leur parcours, un peu comment ils sont arrivés là où ils sont. Et donc aujourd'hui, on reçoit une très grande personnalité, une éminence, en la personne de M. Gueye, secrétaire général de la LONASE. Bonjour M. Gueye. Bonjour Garba. Merci beaucoup M. Gueye d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors M. Gueye, vraiment, je vais demander qui est M. Gueye. Est-ce que M. Gueye peut se présenter déjà à la communauté? Qui est M. Gueye? Pour que les gens connaissent le secrétaire général, mais avant tout, l'homme. Voilà. Alors, il est trop difficile de se présenter. Hein? Parfois, il est trop difficile, mais je vais quand même m'essayer à cet exercice-là. En fait, M. Gueye, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le secrétaire général de la LONASE, qui est également diplômé d'expertise comptable. Et un homme assez complexe parce que j'ai tellement de casquettes que parfois je me perds dedans. Mais pour faire court... En termes de parcours académique. Pour faire court, je suis diplômé de l'ESP. Ok. Hein? École supérieure polytechnique. À l'époque, on l'appelait ENSUT. Donc, où j'ai eu le DSC, diplôme supérieur de comptabilité. Je signale que j'ai un bac G, on l'appelait à l'époque. Le bac G, c'est la gestion. Oui. G2, oui, précisément. Après l'ESP, après l'obtention de mon diplôme supérieur de comptabilité, j'ai fréquenté après plusieurs années, hein, je vais y revenir un peu parce que mon parcours est plein de coupures. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais je vais y revenir. En tout cas, j'ai fréquenté le CESAC où j'ai fait le DESCOGEF. Ok. Mais en parallèle, j'avais fait un MBA exécutif. D'accord. Où ça? À l'Université Polytechnique Ouest Africaine. D'accord, ok. Hein, de l'éminent professeur Sall. D'accord. Ibrahima Sall. Mais je l'ai fait en parallèle du DESCOGEF. D'accord. Après le DESCOGEF, je suis resté encore en entreprise pendant longtemps. Aller en cabinet pour 2 ans, faire mon stage d'expertise comptable. Ensuite, terminer la dernière année à la LONASE, okay, pour ce qui est du stage, okay, avant de me présenter à l'examen du DECOFI. Mais comme je l'ai dit tantôt, mon parcours a eu beaucoup de coupures, parce qu'après l'obtention de mon bac G2, j'ai aussitôt commencé à travailler. Okay. Et, à l'époque, la LONASE avait décentralisé la fonction comptable. Okay. Donc, ils étaient à la recherche de chefs comptables, okay, pour les antennes régionales. Okay. Ici, on appelle agence, okay, les agences régionales. Oui. Alors, par hasard, comme ça, je me promenais un peu en ville avec mon père, qui, je le rappelle, qui a inspiré également mon attachement, mon orientation vers la comptabilité. Parce qu'il était le collaborateur de Abdul Aziz Gueye, son premier collaborateur d'ailleurs, alors qu'Aziz venait d'ouvrir son cabinet. Voilà, à la place de l'Indépendance. Donc je me promenais comme ça, quand un de ses anciens collaborateurs, qui était directeur de la comptabilité de la LONASE à l'époque, il a eu l'idée de passer le voir. Okay. Donc on était ensemble, il est passé le voir, ils ont échangé un peu sur la réalité comptable de l'entreprise. C'est là que
M. Mbaye, il s'appelle Mayare Mbaye, lui avait dit que la LONASE est en train de s'agrandir, que la comptabilité ne va plus être centralisée au niveau du siège et qu'elle a décidé d'ouvrir des antennes comptables dans les régions. Alors, le papa lui a demandé quel est le profil que vous recherchez. Il a dit BEP, comptable, ou BAC-G, parce que c'est à peu près équivalent. C'était à peu près équivalent. Donc là, il lui a dit, mais mon fils, il est là avec moi, à le BAC-G. Donc, aussitôt comme ça, on m'a appelé à un entretien. Et finalement, il a validé ma candidature pour l'agence de Ziguinchor. Donc, vous avez commencé en tant que chef comptable. Alors, mais j'y viens. Ok. Alors, donc, il m'a pris comme Ziguinchor. Mais l'agence de Ziguinchor n'était pas prête à l'époque. Ok. C'est-à-dire les locaux du chef comptable n'étaient pas encore prêts. Ok. On était trois candidats. L'un devait partir à Thiès, l'autre à Kaolack. Ok. Hein? Que Dieu ait pitié de son âme. Il est même décédé. Oh, hein? Et moi, j'étais le troisième. Mais les autres, c'était vraiment des grands à moi, parce qu'ils avaient la quarantaine passée. À l'époque, moi, j'avais que 22 ans. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler à 22 ans. Nous tous étions logés au niveau du siège, en attendant que nos bureaux soient prêts dans les régions. Et à l'époque, ils nous envoyaient les pièces comptables, les courriers de transmission nous envoyaient les pièces comptables de nos agences pour qu'on les traite au niveau du siège. Et je rappelle que c'était l'époque où la comptabilité était tenue manuellement. C'était des journaux comme ça, de grands journaux où il fallait passer des écritures. Alors, donc on a commencé comme ça. Mais comme j'étais jeune, dynamique, chaque fois que j'avais des soucis techniques, j'attendais le soir pour en parler à mon papa qui m'a donné des tuyaux. Pour résoudre ça le lendemain. Pour résoudre ça le lendemain. Et j'ai travaillé comme ça jusqu'au moment où le directeur de la comptabilité de l'époque s'était rendu compte que j'étais presque devenu indispensable au sein de son équipe. OK? Parce que un mois après le recrutement, la première agence était prête, c'était celle de Thiès. Donc, le chef comptable est parti. Il a rejoint son poste. Okay. Après 2 mois après, Kaolack c'était prêt. Le chef, le chef comptable recruté pour Kaolack est parti. Le 3e mois, c'est moi qui devais partir. Là, maintenant, le directeur a dit, ah non, 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 lui, il ne part plus. Parce qu'il est indispensable dans mon système. Il faudrait chercher un autre pour Ziguinchor. C'est ça qui a fait que finalement, je suis resté à Dakar. Mais bon, c'était quand même, les conseils de mon père ont beaucoup joué dans mon maintien à Dakar. Parce que ce qu'il me disait à l'époque, c'est que la comptabilité est une matière difficile. Il faut chercher le maximum d'expérience. Étant jeune, les transmissions, les pièces comptables de Ziguinchor, c'était des pièces comptables mensuelles qu'on regroupait et qu'on nous envoyait. Mais en une semaine, je les traitais. Hein. En une semaine, dès que je les avais, je passais les écritures très rapidement. Vous savez, la jeunesse, c'est la fougue de la jeunesse. Je les passais en une semaine. Alors, le temps libre, mon papa me disait, il ne faut pas rester comme ça, les bras croisés. Merci beaucoup. Il faut aller voir les autres collègues pour chercher à les aider. Très bien. Ce sera une manière pour toi, un moyen pour toi d'apprendre très vite et de comprendre toute la comptabilité de la structure. Et c'est ce que je faisais. Merci beaucoup. J'allais voir celui qui gère les opérations de achats et frais généraux, je l'ai dit. Parfois, on me donnait des pièces de caisse et banque. Je faisais avec les rapprochements et tout. Parfois, les salaires également. C'est comme ça que j'ai appris à diversifier mon expérience. Et qui a fait que quand il fallait partir, le directeur de la comptabilité ne voulait pas du tout que je parte parce que je servais un peu de bouche-trou, quoi. Chaque fois que quelqu'un s'absentait, il me demandait... Est-ce que toi, tu j'allais le remplacer le temps qu'il revienne. Donc ça a été une belle expérience pour moi et qui a été un grand moment d'apprentissage. Alors, quand après 3 ans
En parallèle, je me suis inscrit au DEC, parce qu'avant d'aller au DEC, il fallait passer par le DEC forcément. Je m'étais inscrit au DEC, à l'ENSUT toujours. C'était vers les années 90, je crois. La première année, je n'ai pas eu le DEC, hein, parce que vous savez, les UV, il fallait avoir les 3 UV. Bon, je pense que j'ai eu qu'un seul UV, c'était l'UV de comment on l'appelle? Les correspondances. La correspondance commerciale. Ok. C'était le seul UV que j'avais eu. Bon, il a fallu que je redouble encore d'efforts la deuxième année pour avoir les autres UV et avoir le DEC. C'était en 91. Alors je me suis arrêté là. J'ai arrêté les études. En 91. Vous avez mis pause? J'ai fait une pause parce que j'étais encore pris par autre chose. J'étais plus dans les activités associatives. Les daïra, je ne sais pas si tu connais. Ok, oui, oui. Les daïra mourides là. Oui, tout à fait. Donc voilà, je dirigeais plus ces associations, j'allais aux répétitions, les chassaïd, c'est les chansons, les poèmes de Cheikh Amadou Bamba. Tout à fait. Voilà, j'étais plus dans ça. Organiser les magal, organiser les pèlerinages à Touba et autres. J'étais plus dans ça que dans les études. Mais en tout cas, j'ai fait une pause. Pendant combien de temps? De 91 à 2000. 9 ans. C'est-à-dire 9 ans de pause. Où j'étais carrément versé dans cette partie religieuse. Alors, en 97, 98, j'étais à l'époque, je rappelle que tout ce temps-là, j'étais chef de la section paye et salaire. Paye, salaire et frais médicaux de la LONASE, au niveau de la comptabilité. Chef de section. Donc de 91 à 97. Jusqu'un jour, puisque j'étais le chef de la section paye, au niveau de la compta, à la fin du mois, après le paiement des salaires, je préparais les bulletins de salaire de tous les directeurs dans des enveloppes, puisque les salaires sont confidentiels. Oui. Et je les déposais moi-même, main à main, à chaque directeur, dont le directeur général. Alors, c'est sur ces faits que, par hasard, comme ça, en 97, fin 97, qu'en amenant le bulletin du directeur général de l'époque, c'était Abdoul Aziz Tal, qui m'a dit, mais justement, asseyez-vous jeune homme. Il venait juste d'accéder au poste de directeur général de la LONASE. Il m'a dit, alors là, il me dit, je suis en train de renouveler le personnel dirigeant des agences. Je veux mettre la jeunesse à contribution. Hein? C'est des matures qui sont au niveau des agences. Je veux mettre du 109 quoi, pour permettre aux jeunes au moins de booster et de dynamiser les agences. C'était sa vision, c'est-à-dire mettre des jeunes au devant. Ne serais-tu pas intéressé par un poste de chef d'agence? Il dit, mais DG, bien sûr, puisque c'est une promotion. Alors, donc, c'est de là qu'est partie ma première promotion. C'est-à-dire là, en 98, je vais quitter la compta en tant que chef de section au pays, presque agent comptable. Oui. Pour être chef d'agence, c'est-à-dire quitter l'activité comptable pour être carrément commercial. Tout à fait. Devenir un commercial, parce qu'une agence, il faut avoir la fibre commerciale, c'est sûrement une activité commerciale. Tout à fait. Donc, j'y suis allé avec d'autres jeunes de ma génération. Moi, c'était pour Ziguinchor, et coïncidence pour coïncidence, voilà que je devais y être à l'origine comme chef comptable. Me voilà à Ziguinchor maintenant comme chef d'agence, en 98. C'est encore mieux. Je signale également que je suis né là-bas. À Ziguinchor? Ah oui, je suis Ziguinchor. Ça, c'est le grenier du Sénégal. Voilà, je suis né à Ziguinchor, j'ai grandi là-bas. C'est après la classe de CM2, après l'obtention de mon entrée en 6e, que je suis venu rejoindre mon père ici à Dakar et continuer le restant de mes études. À Dakar. Donc ma maman se trouve, ma famille, mes tantes, c'est une très belle région. Sont toujours à Ziguinchor.
les grands-parents, tout le monde est là-bas parce que Très, nous tous, très belle région. on est de là-bas. Même mon papa aussi est de là-bas. C'est le travail qu'il a amené à Dakar. Ok. Alors, donc, je me retrouve, voilà, me voilà comme chef d'agence à Ziguinchor. J'avais à l'époque quoi, 31 ans comme chef d'agence. Alors, curieusement, toute l'agence était plus âgée que moi quand j'y arrivais. Et là également, c'était une nouvelle expérience qui allait démarrer parce qu'il fallait carrément cette compta à laquelle j'étais accroché. Maintenant, il faut l'abandonner et aller maintenant carrément vers le commercial. Tout à fait. Aller animer les réseaux, organiser des émissions, lancer des produits. Merci. Merci. J'étais vraiment dans ça, qui a également été un déclic dans ma vie. Parce qu'il fallait beaucoup de communication. Moi qui étais enfermé dans un bureau à passer des écritures, okay, du matin au soir, sans aucune forme de communication. Maintenant, nous voilà, brusquement, j'étais sur le terrain de la communication. Il fallait parler aux équipes commerciales, il fallait parler aux administratifs, il fallait parler aux comptables, parce que c'est comme une entreprise en miniature. Tout à fait. Avec toutes les fonctions regroupées dans une agence. Alors je me souviens à l'époque, c'était difficile, hein, le premier discours que je devais délivrer à l'endroit des vendeurs, ce jour de la passation de services. C'était compliqué parce que je tremblais comme une feuille morte, hein, avec le trac. Mais quand même j'ai tenu, parce que voilà, j'avais pris d'ailleurs conseil auprès d'un de mes mentors, qui est mon oncle, enfin le jeune frère à mon papa, qui est un artiste, quoi. Et qui était une sorte de... C'était mon maître, quoi, à penser. Donc, mentor. Voilà. C'est vraiment un mentor, bien qu'il était le petit frère à mon père, mais c'était vraiment le vrai mentor, quoi. Et chaque fois que je devais faire quelque chose, quand je devais me lancer dans ce discours, la veille, j'ai quand même pris ses conseils sur le comment faire le lendemain de la passation, justement pour délivrer un discours. Parce que c'était ma première fois. Alors là, il me donne des conseils quand même qui m'ont servi en disant, avant déjà de parler, il faut respirer 3 fois. Il faut même préparer à l'occasion un verre d'eau. Tout ça pour baisser la tension, le trac. Parce que en fait, le trac vient du cœur. C'est le cœur qui bat de façon saccadée. Et là, on a l'impression de manquer d'air. Et on commence à trembler. Donc, il faut baisser la tension. Donc, si on respire profondément 3 fois, ça baisse. Ça baisse les battements cardiaques. Ce que j'ai fait et qui m'a réussi. Donc, ça n'a pas, le trac était là, mais ce n'était pas perceptible. Et depuis ce jour, c'est parti comme ça. J'ai commencé maintenant à m'adresser à mes vendeurs, à mes équipes, à faire des réunions sans plus tomber dans ce trac. Donc ça a été ma plus belle expérience. L'autre expérience, toujours à Ziguinchor, en qualité de chef d'agence, ça a été également cette liberté de créativité qu'on nous avait donnée, parce qu'on nous fixait des objectifs et on demandait nos moyens, mais on nous laissait la liberté d'action sur le terrain. Et tous les mois, on devait se rencontrer, faire un reporting à notre directeur commercial, où chacun devait expliquer pourquoi est-ce qu'il a été performant ou non. Donc c'était ça l'expérience, vraiment une belle expérience de partage, de compétition saine, parce qu'entre les agences, on était tous jeunes, on se faisait une compétition assez saine entre nous, mais également on se partageait des expériences. Si un produit est lancé, ça marche chez vous, ça ne marche pas ailleurs, aussitôt vous prenez le téléphone, vous appelez votre collègue chef d'agence pour comment dire tu as fait pour que ça marche chez toi. C'est ça. Et ça a été... L'entraide. Voilà, ça a été une solidarité formidable qui nous avait aidés à l'époque, qui a fait que nous avons été très performants ces années-là. 98, 99, nous avons fait de très bons résultats. Mais durant mon séjour, quand même, il s'est passé quelque chose à Ziguinchor qui a créé le déclic chez moi. Parce que, comme je l'ai expliqué, je suis resté 10 ans de pause, hein, sans faire d'études. Tout à fait. Donc cela veut dire qu'en allant à Ziguinchor, j'y suis allé avec un bac plus 1. Bien sûr, en tant que chef d'agence. Bac plus 1. Et quelque chose que j'aime souvent dire, rappeler, a créé le déclic chez moi. C'est-à-dire que le directeur de la comptabilité qui m'avait fait recruter au départ
est passé entre-temps directeur de l'administration et des ressources humaines. Il était, à l'époque, dans l'organigramme de l'époque, il était l'adjoint au directeur général. C'est-à-dire le poste que j'occupe aujourd'hui, qu'on appelle SG, lui, il avait sous une autre appellation. À l'époque, on disait c'est directeur administratif ressources humaines. Et qui remplaçait le DG en cas d'absence, qui suppléait au DG en cas de qui avait le pouvoir de signature. Donc c'était comme un DG ou un DGA. Quand j'étais à Ziguinchor, il y a eu quelque chose qui a fait le déclic chez moi. C'est-à-dire qu'une fois installé, l'ancien directeur de l'administration a fait un tour des agences pour voir les jeunes que nous étions, nous donner quelques conseils, mais également nous encourager, nous soutenir. Alors, lors de cette tournée, puisque c'est quelqu'un avec qui j'avais des rapports particuliers, parce que c'est d'abord lui qui m'avait fait recruter. Ensuite, c'est un ami à mon papa. C'était son ancien collaborateur chez Aziz. Alors, donc, dès qu'il est arrivé, il a même logé chez moi. En fait, il était à l'hôtel, mais il était tout le temps à l'agence. Il a fait plus de jours chez moi que même chez les autres chefs d'agence. Alors, mais il m'a trouvé bien installé, confortable, jeune, comme j'ai dit, 31 ans, avec un planton coursier, avec un chauffeur, avec un logement. Alors là, il me regarde et me dit, attention Mamadou, ce poste de chef d'agence n'est pas une fin en soi. Voilà le conseil qu'il va lui donner. Il ne faut pas, sous le prétexte des avantages qui sont là, des avantages en nature, chauffeur et toutes les commodités, que tu restes là. Tu as encore du chemin à faire, tu es jeune. Donc, c'est juste une expérience que tu gagnes. Après, il faut regarder plus loin. C'est ça le déclic que j'ai eu à Ziguinchor. Et pour l'occasion, en termes de déclic, il est bon de rappeler que j'ai eu 2 déclics dans ma vie. Ce déclic-là, mais également un déclic, je dirais même 3 déclics. Je vais y revenir. Le premier déclic, c'est quand j'étais plus jeune à l'école primaire. Donc à Ziguinchor, j'ai fait l'école à Ziguinchor dans des conditions difficiles. Il fallait marcher pour aller à l'école. Et je souligne même qu'il m'arrivait parfois d'y aller pieds nus. À l'école? À l'école. J'allais pieds nus à l'école. Maintes fois. Mais cela ne m'empêchait pas d'étudier, d'être premier de la classe. Même pieds nus, j'étais premier de la classe. Alors, j'ai maintenu cette tendance d'être le premier de ma classe jusqu'en classe de CM1. Alors, en classe de CM1, brusquement, j'ai été passionné par le football. J'ai commencé à jouer au ballon, tellement versé dans le football, de telle sorte que ma maman me disait tout le temps, tu es en classe d'examen. Et le conseil que je puis te donner, c'est qu'on ne peut pas attraper 2 lièvres à la fois.
Soit tu optes pour le football, soit tu optes pour l'école. Mais on ne peut pas faire les deux ensemble. Et là, je disais à la maman, non, c'est pas grave, je suis intelligent et que de toute façon, à l'époque, il fallait juste avoir 45 points au CEP pour passer. Il dit, ah non, maman, ça c'est rien, 45 points, je vais passer de toute façon. Donc, quand j'étais à fond dans ce football, en classe de CM2, alors, moi qui étais premier, je me trouve en train d'être classé 32e, 33e en classe. Sur les 3 compositions, j'étais voilà, dans ces zones-là. 33e, 32e, ensuite 30e. Je pars à l'examen. Entre en 6e CEP, 0. Ni le CEP, ni l'entrée en 6e. Cette année-là. Non, c'était la pire histoire de ma vie. Alors j'avais tellement honte à l'époque. Je me cachais même quoi, dans le quartier parce que voilà, tout le monde me connaissait comme le brillant. Ouais. Voilà, il n'a eu ni le CEP, ni l'entrée en 6e. Et je me rappelle souvent, j'aime à le dire, le plus nul de la classe, cette année-là, curieusement, a eu le CEP. Parce qu'il a travaillé. Voilà, il a travaillé. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas se suffire de son intelligence. Merci beaucoup. Pour dire que voilà, on peut facilement réussir dans la vie. Merci beaucoup. Il faut doubler l'intelligence de volonté. Merci. Et d'effort. Et d'effort, c'est important. Ceci a été un déclic dans ma vie. C'était le premier déclic qui a fait que cette année-là, mais j'étais tellement pressé que l'école rouvre ses portes. Tellement pressé parce que je ne pourrais même pas t'expliquer comment j'ai passé ces vacances-là. C'était un calvaire pour moi. Parce que je voulais prendre ma revanche, quoi. Alors, qui a fait que dès l'ouverture des classes, je suis allé très tôt et j'ai commencé à travailler comme un fou. Et cette année-là, la deuxième fois que j'ai fait la classe de CM2, cette année, j'ai eu l'entrée en 6e, j'ai eu le CEP. Le CEP et l'entrée en 6e, mais j'ai été le premier du centre. En plus. Ah oui. Et j'ai même été félicité par le directeur de l'école, s'était même déplacé chez nous, tellement mes résultats étaient extraordinaires. Alors, comme quoi, le déclic c'est beau dans une vie. Parce que ça vous permet de... Les échecs forment. Parce que tu subis un échec, ça doit déclencher quelque chose de positif en toi. Et c'est important. Donc je suis parti comme ça. Depuis lors quand même, depuis ce déclic de CM2, j'ai toujours maintenu le cap pour être toujours le premier de ma classe. Je suis allé au collège, j'ai maintenu la même chose. Bon, peut-être 6e problème d'adaptation quand je suis arrivé à Dakar. Voilà, j'ai été entre premier, deuxième, 6e, 5e. Mais après ça, à partir de la 4e, c'est fini. C'était parti. J'étais toujours premier. Je suis allé à Delafosse après. J'ai été premier de ma classe partout. Avec des prix qui ne cessaient de pleuvoir. En fin d'année, je recevais tellement de prix. Hein? Comme quoi, le déclic, il est important. Donc, le deuxième déclic, il est d'ordre professionnel. Comme j'ai dit, c'est le directeur qui arrive et qui me dit, attention, mais ce n'est pas une fait en soi, hein, le poste de chef d'agence. Tu as encore du chemin à faire, tu es talentueux. Je vois beaucoup de potentiel en toi. Il faut encore aller plus en avant. Et aller plus en avant veut dire, ces études que tu as arrêtées, il faut reprendre. Donc passe quelque temps et gagne un peu en expérience à l'agence, et puis reviens à Dakar et poursuis tes études. C'est le seul conseil qui vaille. Et là, donc en 2000, je suis revenu à Dakar. Je me suis inscrit à l'INSUT, à l'ESP. Et j'ai recommencé les cours du diplôme supérieur de comptabilité. Là également, quelqu'un encore a déclenché plus encore cette passion ou cette volonté, si je veux m'exprimer comme ça. Parce que quand je regardais les pièces à fournir pour les certificats, ok, certificat comptable, certificat juridique, certificat économique, aussitôt, par hasard, un de mes anciens professeurs
En fait, le président du jury, quand je faisais le bac, Oui. Qui se trouve être Mamou Sendoy, je ne sais pas si tu le connais, c'est un professeur de finance Ok, à ok, l'Institut. ok. Donc, finance, contrôle de gestion, je crois. Mamou était passé, juste brusquement, il m'a vu en train de lire les infos. Tu vois, les pièces à fournir Oui. pour faire le DSC. Mhm. Il dit, attends, c'est pas Mamadou Gueye? Je lui dis, oui, monsieur, c'est moi. C'était mon président de jury au bac. Hein. Ok. Imagine le bac, je l'ai vu vers 80, Oui, il y a 88, 87. 10 ans, presque plus Voilà. même que Il ça. me dit, mais c'est pas Mamadou Gueye. Je lui dis, oui. Oui, monsieur, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, je suis en train de voir les pièces à fournir pour le DSC. Il me dit, mais toi, tu n'as pas eu ce diplôme-là? Mais non, c'est catastrophique. Mais toi, avec ton intelligence, avec ton potentiel, moi, je croyais que c'était derrière toi. Comment tu as fait pendant... et du coup, ça m'a fait un choc. Il me dit, bon, le DSC, c'est pas facile. Commence par le certificat économique. Ensuite, tu fais le juridique et tu finis par la comptabilité parce que c'est le certificat le plus dur. Mais du fait qu'il m'a choqué comme ça, j'ai dit, ok, monsieur, mais je vais commencer par le plus difficile. Vous prenez les risques, vous prenez même pas les risques, vous prenez les éléments les plus difficiles. Voilà. Dit, non. Vous aimez les défis. Ah oui, c'est un défi. Il fallait que je relève ça. J'ai commencé par ça, le certificat comptable. Je l'ai fait une année, je suis passé. L'année suivante, j'ai fait le certificat économique. C'est bon, je suis passé. Et la troisième année, j'ai fait le juridique. Et je suis passé comme ça, les 3 années. Mais avec une volonté de faire, hein, parce que rien ne pouvait me retenir. Je ne sentais ni fatigue, ni contrainte. Merci beaucoup. Parce que j'avais cette hargne, cette volonté de faire. Et je faisais mon travail ici à la LONASE, parce que quand je suis revenu en 2000, de chef d'agence, on m'a nommé chef de service au niveau de la direction de la comptabilité. Okay. Gestion financière et comptable. Et je me suis aussitôt inscrit, je m'étais aussitôt inscrit, et tous les soirs, puisque le DSC c'est en cours du soir, à 17h, je prenais un clando vers à l'église là. C'est à côté de l'ONAS d'ailleurs. J'oublie le nom de l'église. L'église qui est en face de... C'est la grande église à côté de Jeanne d'Arc. C'est cathédrale. Cathédrale, ah, ok. Voilà. Donc, il y avait des clandos à cathédrale là-bas. Donc, je quittais mon bureau, j'allais attendre un clando pour partir de cathédrale à l'Institut. Et une fois que j'ai terminé les cours, je prenais le couloir de la mort. Là. Oui. Je marchais jusqu'à l'avenue chez Anta Diop. Là, ça a coïncidé à l'époque avec la faillite de la Sotrac. Donc, il n'y avait pas de bus. Et j'habitais à Golfe Sud. Donc, il m'arrivait parfois d'utiliser 3 cars rapides. Pour arriver. Pour arriver. Tu prends un car rapide, tu descends à Kassor. Un autre qui va te dire, moi, je m'arrête à Grand Yoff. Après de Grand Yoff à Golfe. Donc, tous les jours, c'est ça le circuit que je faisais. Et je le faisais en car rapide, hein, comme j'ai dit. Mais j'arrive chez moi, des fois à 20h, les cours c'est 20h je crois. C'était 17h, 20h ou 21h. Mais j'arrivais chez moi aux environs de 22h. À 22h, juste le temps de prendre un bain, de manger, et je suis assis sur ma table. Parce que j'apprends au jour le jour, moi. Je ne peux pas cumuler des cours. Moi, j'apprends à temps réel, quoi, pour ne pas perdre le fil. Tout à fait. Donc, j'étais obligé d'être là, assis à ma table de révision, jusqu'à 1h du matin. Après, j'ai fait mes prières et tout, pour aller dormir, et me réveiller le lendemain à 5h du matin. Pour prendre un djangandjaï et venir au bureau. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. 2 ans d'abord. Parce que la 3e année, j'ai eu un véhicule. Ok. J'ai acheté un véhicule. Les 2 premières années du DSC, j'ai fait tel que je l'ai décrit dans le circuit. Je l'ai fait pendant 2 années sur lesquelles j'ai senti aucune fatigue et j'avais cette volonté, comme j'ai dit, de réussite. Et aujourd'hui, avec le recul,
Si on me demandait de reprendre ça, je ne pouvais pas. C'est impossible. Je n'ai même pas essayé à le faire. Non, mais c'est normal. Mais j'avais cette volonté de dire, coûte que coûte, il fallait que je réussisse et que j'ai ces diplômes-là. Hein, tel que le grand me l'avait dit. L'autre aspect qui a plus renforcé ma volonté, c'est que aussi, imaginez quelqu'un qui a été toujours premier de sa classe au lycée, qui se trouve en train de faire des cours du soir, déjà au DSC, beaucoup de difficultés, parce qu'il a fallu que je le fasse 2 fois. Après, j'ai fait pause. En fait, j'avais délaissé les études. À un moment donné, mon moral était complètement cassé, quoi. Et pourquoi? Parce que, bon, moi, j'ai toujours suivi un circuit classique dans l'apprentissage, c'est-à-dire faire des cours du jour. Vous imaginez quelqu'un qui est brillant, qui fait des cours du jour, qui a eu son bac, qui brusquement, voilà, après son bac, qui va aller faire le DSC, et qu'on vous dise le DSC c'est en cours du soir. Ouais. C'est comme si j'avais manqué quelque chose, quoi, dans ma vie. C'est comme si j'avais raté quelque chose. J'ai dit, est-ce que moi je méritais ça, quoi? C'était ça qui a fait qu'à un moment donné, quand j'ai eu le DSC, après j'ai dit, bon, j'ai arrêté, quoi. Mais la pause a été bonne pour moi parce que également le séjour de Ziguinchor m'avait permis, comme j'étais seul, et entre-temps je précise que j'étais marié, hein, vers les années en 94. Ok, donc voilà. entre la... Ouais, c'est durant cette période de pause, je me suis marié, j'ai eu... Vous avez les avantages de la situation, voilà. Il y avait ça, mais une fois, non, les avantages c'est vers la fin, c'est presque en 98. Ok, que c'est venu. Que c'est venu. Mais mon séjour à Ziguinchor a été très bénéfique pour moi dans ma carrière, parce que j'y étais seul les premiers mois, sans famille. Et ça me permettait de prendre du recul, de revoir un peu ma vie. Tu vois? Et ça, c'est bon dans la vie d'un homme, d'une personne en général. C'est-à-dire, de temps en temps, il est bon de prendre du recul, de repenser, de se faire un petit bilan avant de se projeter. Mais en faisant ce bilan, évidemment, j'ai eu quelque part mal. Parce que j'ai dit, mais pourquoi je vais gâcher cela? Pourquoi moi qui rêvais d'être vraiment un grand diplômé dans ce pays, pourquoi brusquement je dois m'arrêter à un bac plus 1, tu vois, rester un peu comme ça, un peu dans l'incognito, quoi, dans l'anonymat, quoi, tu vois. Je me suis posé, et c'est pendant ces séjours de Ziguinchor, parce que j'étais seul, j'étais chef d'agence, c'est vrai, mais après les opérations, après le travail, je me retrouvais seul dans mon appartement. Mais c'était des moments de réflexion intense. Tout à fait. Remise en cause. De remise en cause, de faire un peu le bilan de mon parcours, de voir quel était mon potentiel. Est-ce que c'était normal que moi, au moment où mes anciens camarades étaient en train de faire de hautes études à l'université, à l'étranger, est-ce que c'était normal que moi, je m'arrête comme ça en si bon chemin, et que demain, qu'on doive se retrouver sur le marché, voilà, et qu'eux se mettent à occuper des positions et moi non. Alors que Dieu sait que j'étais 10 000 fois plus brillant qu'à l'école. Donc tout ça a contribué à forger une certaine volonté en moi et qui m'a amené donc à reprendre les cours. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai même pas traîné au DSC, j'ai fait chaque année un certificat. Pour terminer avec ça. Pour terminer très vite. Et quand j'ai fini, j'ai eu une première promotion dans l'entreprise, parce que de chef de service, on m'a nommé chef de département, c'est-à-dire l'équivalent de chef comptable. Après, chef comptable, 1 an après, j'ai été nommé directeur financier vers les années 2006. 1 an après? 1 an après. Chef comptable, c'était 2005. 2006, fin 2006, j'ai été nommé directeur financier et comptable. Et je signale également un élément important, c'est-à-dire que dans mon moment de recul, c'était mon ambition. J'avais dit directeur financier. Oui, j'avais dit dans 5 ans, quand j'étais à Ziguinchor, j'avais écrit, parce que moi, en fait, comment est-ce que je suis organisé? Chaque fois que je veux faire quelque chose, je suis un gros rêveur, quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui aime rêver, quoi. Je suis un très gros rêveur. C'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai rêvé il y a 5 ans, 6 ans derrière moi.
Et chaque fois que je rêve, j'ai une ambition, je l'écris quelque part. J'ai un petit carnet avec moi qui est là d'ailleurs, pour que tous les rêves que je nourris, je les écris avec un horizon temporel quand même. Merci beaucoup. Sur le carnet, et tous les jours, le matin, après avoir fait ma prière, je relis mes rêves. Ah oui? Ah oui. C'est comme ça que je fais. Je veux que ça soit une réalité chez moi, que je le vive et que plus tard, que je puisse réaliser. Il ne faut pas que ça reste un rêve comme ça, mais il faut que ça soit un rêve qui est suivi d'action. Merci beaucoup. Hein? Merci Donc, beaucoup. c'est comme ça que je fais, et jusqu'à aujourd'hui, je le fais. Hein. Chaque fois que j'ai vraiment, dans les 5 ans à venir, j'ai déjà réfléchi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Aujourd'hui, j'ai 55 ans, je dis, à 60 ans, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais devenir à 60 ans? Dans quel projet je vais être à 60 ans? Et tout ça, je l'écris dans mon carnet. Et tous les matins, je regarde. Ceci me donne une force, quoi, d'aller plus loin et d'être beaucoup plus pragmatique dans la réalisation de ces rêves-là. Okay. Sinon, on va rêver comme ça sans le tracer. Après, on oublie le rêve. Merci beaucoup. Il faut matérialiser ces rêves. Je le matérialise et je commence à le réviser. C'est-à-dire, la relecture, c'est bien, ça forge l'esprit. Et ça vous amène plus vers l'action que vers l'inaction. Ok? Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et pour le rappel, donc je disais que pour ces rêves désirés, je l'avais écrit dans mon agenda en disant que dans 5 ans, je veux accéder au poste de directeur financier. Mais ça, je l'avais écrit vers les années 99. Dieu a fait que j'y sois parvenu en 2006, pas 5 ans pile, parce que 5 ans pile, c'est 2004. Mais quand même, 2 ans après, j'ai occupé le poste de directeur financier. Merci. C'est pas mal, hein? Très bien. Et en plus, c'est quelque chose que vous aviez écrit et vous avez tout fait pour vous donner les moyens. Et chaque matin, si vous le répétez, finalement, ça s'imprime là. Ça s'est imprimé. Et, voilà. Et ça vous, en fait, ça vous habite. Vous soyez habité par vos rêves. C'est ça. Donc en 2006, j'ai été nommé directeur financier et comptable de la LONASE. Et j'ai fait, voilà, un poste que j'ai occupé pendant à peu près 5 ans. Entre-temps, comme j'ai dit, j'ai eu le DESCOGEF. Et le DESCOGEF aussi également, ça a été un rêve. Hein, aussi. Pour dire vrai. Parce que ce pourquoi j'ai rêvé du DESCOGEF, c'était pour gagner en indépendance. Parce que je suis dans une société nationale. Dans les sociétés nationales, on le sait tous au Sénégal, le critère qui prévaut également pour diriger les sociétés nationales, c'est la connotation politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire de la politique pour pouvoir demain prétendre à être un directeur général d'une société. À l'époque, voilà, donc dans mes projections, au-delà du poste de directeur financier,
c'est fini. C'est-à-dire que j'étais en fin de carrière professionnelle. J'avais plafonné. Je ne pouvais pas prétendre un jour à un poste de directeur général, puisque je n'étais pas politique. C'est pourquoi, aussitôt, j'ai commencé à rêver pour dire, maintenant que j'ai plafonné, à quel âge déjà? 2006, à peu près, j'avais 39 ans. Oui. Qu'est-ce que je vais devenir après? Je ne vais pas m'arrêter là. Il y en a beaucoup qui allaient s'arrêter. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vais devenir? Deux solutions s'offraient à moi. En fait, deux possibilités étaient là, dans l'entreprise. Certes, j'ai un contrat à durée indéterminée avec la LONASE, mais j'avais que deux solutions. Soit on me dégomme de ce poste de directeur financier, bon, et que je sois nommé conseiller, et conseiller signifie frigo. J'allais dans un bureau sans taf, à lire le journal et autres. Mais à mon âge, à l'époque, ce n'était pas concevable. Soit vous glissez horizontalement, c'est-à-dire je quitte DFC pour aller occuper un autre poste, de même valeur, d'égale valeur, contrôleur de gestion ou auditeur ou autre. Oui. Ouais. Donc, du coup, il fallait que je commence encore à me projeter en disant, quand je vais quitter ce poste, qu'est-ce que je vais devenir après? C'est bon? Qu'est-ce que je vais devenir après? Alors là, j'ai commencé à réfléchir à l'expertise comptable. J'ai dit, le seul créneau dans mon domaine qui puisse me donner une indépendance, c'est l'expertise comptable. J'ai dit, ok, comment faire maintenant pour y arriver? Là aussi, j'avais écrit. Hein. J'ai fait la même chose. J'ai dit, il faut que j'ai le DESCOGEF, après le DECOFI. Comme ça, le jour où on me met dehors, enfin on me dégomme du poste, je pars quoi. Je quitte l'entreprise. Je quitte l'entreprise, je vais aller monter mon cabinet et voilà, exercer ma profession. C'est ça qui m'a amené au DESCOGEF. Alors je me suis encore inscrit au DESCOGEF. J'ai commencé à le faire sur 2 ans, c'est passé. J'ai fait en 2 ans, éliminer les premières... la première année, quelques matières, et puis la deuxième année, j'ai eu. Et quand je faisais le DESCOGEF d'ailleurs, parfois il y a des faits extérieurs qui viennent perturber vos carrières. Oui. Et il faut être très attentif à ça. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Un, d'abord, quand je faisais le DSC, j'ai eu la première année, premier certificat, deuxième certificat. Aussitôt, 3e année, le directeur financier de l'époque me propose un poste de chef de département. J'étais alors chef de service. Il me propose un poste de chef de département finance. Alors que j'étais à la dernière année du DSC. Du DSCF? Un DSC, ok. Oui. Quand je faisais le certificat juridique. Vers la fin de l'année, comme ça, un poste se libère, le directeur financier m'appelle, me dit, vraiment, je voudrais te proposer ce poste vacant. Mais là, j'ai réfléchi aussi, j'ai pensé à ce que me disait mon mentor. Il me dit, chaque fois que tu as un objectif précis, il y a des faits exogènes qui viennent perturber. Donc, il faut toujours être concentré sur l'essentiel. N'écoute pas ces faits-là. Voilà une opportunité qui s'offrait à moi pour augmenter mon salaire. Et on était à peu près 4 mois de la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors là, j'ai pensé à ce qu'il me disait. J'ai dit au directeur financier, je ne peux pas accepter le poste. Je peux l'accepter à une condition, que je finisse mon examen. C'est à 4 mois, il ne pouvait pas attendre. Bon, là, il me dit, ok, c'est pas la peine, je vais mettre quelqu'un au poste. Là, il a mis quelqu'un qui a eu la promotion. Moi, je suis resté chef de service. Mais en fin d'année, j'ai eu le diplôme. Et 2 ans après, je me suis retrouvé directeur financier, parce que à l'époque, j'étais le plus diplômé dans ce domaine-là, dans l'entreprise. J'étais le seul, en dehors de l'ancien directeur financier qui est parti, c'était moi qui avais aussi le DSC comme lui. Donc, vous voyez ce que ça fait. Il faut faire attention à ces éléments qui vous perturbent. Ça m'est également arrivé au DESCOGEF. Quand je faisais le DESCOGEF, dès la première année, le CESAC a voulu que j'enseigne. Dès ma première année de DESCOGEF. À cause de l'expérience. Voilà, j'avais l'expérience. J'avais présenté un exposé sur les états financiers avec le professeur Saré. Je ne sais pas si tu le connais. Et c'est un professeur? Saré. Non.
Voilà, c'était notre professeur de compta approfondi. Ok. Donc, il faisait des thèmes, il demandait à des groupes de travail de présenter. Moi, j'ai présenté les états financiers. Après, aussitôt, le CESAC m'a appelé pour vouloir me confier un cours. Alors, j'ai dit non. Moi, je suis venu chercher le DESCOJEF. Je ne suis pas venu enseigner. Je ne suis pas venu là pour enseigner. Donc, c'est quand j'aurai fini là, vous m'appelez. Je viendrai enseigner. Tant que je n'ai pas fini, je ne le fais pas. Il a raison. C'est normal. Parce que c'est des faits perturbateurs, hein, ça nous arrive dans la vie. Donc, il faut toujours faire attention. Alors, je suis parti comme ça. 2 ans après, j'ai eu mon DESCOJEF. Et aussitôt, le CESAC m'a appelé. C'est là que j'ai commencé à enseigner là-bas. Vers les années 2009-2010. Donc, vous avez commencé à enseigner après avoir eu le DESCOJEF. DESCOJEF. Okay. Donc, j'ai commencé à enseigner. Après le DESCOJEF également, comme j'ai dit, le DESCOJEF, c'était pour moi une solution à un plafonnement professionnel. Au lieu d'être plafonné au cas où je quitterai la direction financière, trouver un moyen pour sortir de l'entreprise et aller exercer en toute indépendance. C'est normal. C'était ça. Donc j'ai eu 2011, parce que le DESCO, je l'ai eu en 2008 ou 2009. 2011, hop, on m'enlève du poste, directeur financier. Je ne suis plus directeur financier. On me nomme conseiller, comme je l'avais prévu. Conseiller veut dire quoi? Il faut aller au frigo. Oui. À quel âge? J'avais quoi? 44 ans, je crois. J'étais jeune. Très. Allez au frigo à 44 ans. C'est mauvais signe. Là, j'ai fait des pieds et des mains pour quitter l'entreprise. Parce que j'avais mon DESCOJEF, je voulais aller en entreprise, au cabinet, pardon, pour aller faire mon stage d'expertise comptable et préparer maintenant le DECOFI. Oui. Bon, j'avais demandé un départ volontaire, j'avais écrit pour un départ volontaire. Bon, là également, malheureusement, je n'ai pas pu quitter à cause de ça. Parce que quand le nouveau directeur, après m'avoir enlevé du poste, avait donné son accord sur ma demande de départ volontaire, mais puisque ce n'était pas budgétisé, parce que c'était en cours d'année, m'avait dit en fin d'année, je te libère. Mais entre-temps, on a continué à collaborer. Quand il s'est aperçu de ma compétence, il n'a plus voulu me laisser partir. Bon, voilà. Il m'a même demandé de retourner au poste de directeur financier, ce que j'avais refusé. Ah oui, j'ai dit que j'avais plus rien à prouver là-bas. Un poste que j'ai occupé pendant 5 ans. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que je vais y faire? Alors, il m'a, quand même, pour me retenir, il m'avait nommé conseiller spécial chargé des affaires financières. Avec en charge, comme mission, de superviser également les activités de la direction financière. Donc, de conseil spécial, on a mené de grandes réformes avec ce directeur. On a été c'est lui qui m'a débonné, mais on a été de gros amis après. Très bons amis d'ailleurs, avec une confiance absolue. Vraiment, estime réciproque. Tu vois, beaucoup de... Donc, on a cheminé ensemble. Et là, on a entamé, parce que je suis un peu trop versé dans la stratégie, dans le management stratégique, qui a fait que toutes ces missions, c'est à moi qui les avais confiées à l'école. J'étais comme un laboratoire de réflexion par rapport à la stratégie de l'entreprise. Ce qui a fait que il était venu dans des conditions, dans un contexte difficile. Il fallait redresser la barre. Dans un premier temps, on fait une retraite d'abord, pas stratégique, mais c'était une retraite pour voir comment arrêter l'hémorragie au niveau de l'entreprise. C'était assez compliqué. On a mis en place des plans d'urgence, tu vois, de réduction de charges, rationalisation. On a fait un gros travail à l'époque. C'était pour maintenir l'entreprise dans une position de stabilité au moins, pour l'assurer. Parce que c'était la première étape. Après maintenant, on devait mener une réflexion en termes de plan stratégique de développement pour voir maintenant comment trouver de nouvelles ressources dans une politique de diversification. Et nous, on avait inventé à l'époque avec l'ancien contrôleur de gestion, et Dieu est piqué à son âme. Bon, on avait théorisé la notion de partenariat.
au niveau de l'ONAS. Parce qu'à l'époque, le monopole était exploité par nous seuls. On était les seuls exploitants du monopole. C'est-à-dire tous les jeux qui se faisaient au Sénégal. L'État nous a concédé le monopole. Bon, à un certain moment, la réflexion qu'on avait menée avec mon ancien collègue, c'était de dire, bon, on a tout le périmètre du monopole. Est-ce qu'on l'exploite de façon optimisée, de façon efficace, de façon efficiente? C'était non. Ceci nous a amené à faire une retraite stratégique cette fois-ci, à découper l'entreprise en domaines d'activité stratégiques, voir les domaines, les DAS où on était bon, on était fort. Alors, ces DAS, nous les avons conservés pour l'entreprise. Nous avons pris le choix de les faire nous-mêmes. Donc, nous avons donc tous ces domaines comme le PMU, les grattages et autres. Ça, on a dit, on ne les met pas en partenariat. Tous les autres domaines où on n'était pas trop fort, on a accepté d'aller chercher des partenaires qui ont fait leurs preuves ailleurs et de nouer des partenariats avec eux pour qu'ils développent ces domaines. Aujourd'hui, c'est ce qui a donné le pari-foot que vous voyez, le pari-foot en ligne. Hein, toute cette panoplie de jeux innovants que vous voyez sur le marché, aujourd'hui, c'est ça qui a donné, qui a abouti à ça. Et qui a permis à la LONASE également de dépasser le cap du statu quo pour aller maintenant carrément dans le développement. Voilà. Donc voilà de façon résumée mon parcours. Alors, entre-temps, le conseil spécial, depuis 2018, j'ai été nommé secrétaire général. Hein? Depuis 2018. Depuis 2018, parce qu'en 2017, j'ai eu également le DECOFI. Et en 2018, aussitôt un an après, j'ai été nommé secrétaire général de la LONASE. Et depuis lors, je suis là. Hein. Machallah. Bon, entre-temps, on a changé de direction aussi, de directeur. En 2020, un nouveau directeur général a été nommé. C'est Michel Ladjo. Il est arrivé, on a travaillé en bonne intelligence. Et je pense qu'il a apprécié également mes compétences. Surtout, il s'est instauré une confiance entre nous qui a fait qu'il m'a encore renouvelé sa confiance en me confirmant dans mon poste de secrétaire général. Je le remercie au passage pour la confiance, parce que ce n'est pas évident. À un certain niveau de compétence maintenant, c'est le plus, c'est vraiment qui a apporté voilà, cette valeur ajoutée, c'est la confiance qui va se jouer. Donc si quelqu'un vous met en poste, c'est parce que vraiment il a confiance en vous. Donc ne serait-ce que, donc je le remercie vraiment pour encore le renouvellement de la confiance en ma personne. Merci beaucoup, M. Gueye. Ouais. Et je vais peut-être prendre trois des leçons pour les plus intéressantes en fait. Je sais qu'il y a énormément de leçons qui vont être vraiment prises. Et la première, c'est que vous avez dit que quand vous avez un objectif, il faut s'y tenir, il faut rester concentré. On a des perturbations, mais il faut rester concentré. La deuxième, c'est que quand vous êtes en face, bien sûr, d'une situation que vous avez le stress, il faut utiliser la technique du mentor de M. Gueye. Respirer 3 fois, 3 bons coups, et ça va diminuer la pression. Ça, c'est vraiment utilisé. Ou bien prendre un verre d'eau. Et prendre un verre d'eau. Oui, c'est important. Donc, on boit l'eau, le verre d'eau avant de faire. On respire d'abord. Et après, on prend un verre d'eau. On prend un verre d'eau. Et après, on commence à parler. Parfait. Donc ça, c'est une technique qu'il faut qu'on applique. Il faut l'appliquer. Ça, il faut s'y tenir. Et vous avez dit autre chose qui est intéressant aussi. Vous avez dit qu'il faut, bon, déjà, par les efforts, il faut se voir que vous êtes quelqu'un qui a la haine. Vous écrivez vos rêves. Vous écrivez vos rêves. Et vous, non seulement vous les écrivez, mais chaque matin, vous les répétez. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que je l'ai lu dans le livre le plus vendu au monde. Le livre de Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Ah, ok. Napoléon Hill, c'est un journaliste qui a interviewé l'homme le plus riche des États-Unis à l'époque, Andrew Carnegie. Et
il était venu l'interviewer et le monsieur lui a demandé d'aller écrire que lui-même, Napoléon Hill, journaliste, qui n'avait pas grand-chose à cette époque-là, qu'il serait riche et qu'il deviendrait l'homme le plus fortuné de l'histoire, qu'il l'écrive. Et le journaliste lui a dit, mais moi, je suis un pauvre journaliste, je n'ai même pas d'argent, par où je vais passer pour... Il dit, je n'ai pas besoin que vous y croyez. J'ai juste besoin que vous l'écriviez et que vous le répétez chaque matin devant le miroir. Ah. Donc, exactement ce que vous avez dit. Et Napoléon Hill a dit que les premiers jours, quand il le faisait, il n'y croyait pas. Oui. Mais chaque jour où il faisait une fois de plus que les autres, que le jour précédent, il commençait à prendre de la confiance, à croire de plus en plus à ce qu'il a dit, à ce qu'il disait. Et finalement, Andrew Carnegie lui a confié une mission. Il a dit, ce que je trouve dommage, c'est que des personnes fortunées, comme nous, comme Andrew Carnegie et ses amis qui sont hommes d'affaires milliardaires, à l'aube de leur vie, oui, passent et ne laissent pas tout ce qu'ils ont comme bagage à la prochaine génération. Et qu'il est prêt à lui ouvrir son carnet d'adresses au journaliste Napoléon Hill pour qu'il aille, sans qu'il ne soit rémunéré, okay, pour qu'il aille interviewer toutes les personnes fortunées, les hommes d'affaires, les gros cadres, tous ceux qui ont réussi dans leur parcours professionnel, entrepreneurial, qui incarnent le succès et qu'il connaît. Qu'il aille les interviewer un par un, qu'il étudie leur histoire et qu'il le consigne dans le livre qu'on appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Ah. Qui est aujourd'hui le livre qui a fait de ce monsieur. Il a rendu riche. Donc, au final, c'est que vous le dites, votre mentor l'a dit, je ne sais même pas s'il l'a lu quelque part, mais ça se voit que c'est des conseils qui sont intergénérationnels. Ouais. Intergénérationnels, on en a besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dites, quelqu'un l'a dit en 1845, vous le dites en 2022, on vous l'a dit en 1995 ou à cette époque-là. Ouais. Ça sera utile encore en 2050 et on en a besoin. Il faut que ce genre de conseils passent. Et je pense que c'est le genre de message que, franchement, merci beaucoup, M. Gueye. Merci pour ce partage hyper riche, hyper riche. Je pense. Hein? Non, moi j'ai beaucoup appris. Vous voyez que je vais utiliser vos techniques. Hein? Je vais utiliser vos techniques. Donc, vraiment, merci beaucoup pour le partage, pour la disponibilité, pour l'ouverture. Et je tiens à dire, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est important de se rapprocher des aînés comme vous, de prendre de leur expérience et d'essayer de voir comment nous-mêmes on l'utilise pour faire avancer ce continent. Parce que l'éducation, je répète et je répète, c'est la clé. C'est la clé du développement de l'Afrique. Et donc, vraiment, j'espère que le message, le partage d'expérience très riche de M. Gueye vous servira. Moi, je dirais, ce qui résume un peu le parcours de M. Gueye, on dira de l'écolier qui marchait pieds nus pour aller à l'école, au poste de secrétaire général de la LONASE, la Loterie nationale du Sénégal. Ça reste quand même un parcours extrêmement riche, remarquable, fort d'embûches. Vous avez échoué à des moments donnés, mais qui vous ont aguerri. Et quand on écoute votre histoire, on sait que ce n'est pas la force du travail au final. Parce qu'il n'y a pas que le talent, mais le travail. C'est important. Donc, c'est important. Je le résume comme ça. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez également pour rajouter une chose très importante. Certes, j'ai beaucoup parlé de travail, de volonté, mais cela n'aurait pas été possible si derrière il n'y avait pas un socle, un accompagnement. C'est pourquoi c'est en cela que la famille est importante. Pendant pratiquement tout ce parcours, j'étais déjà un homme marié, avec des enfants. Oui, la plupart de mon parcours, je l'ai fait étant marié. Parce que comme je vous l'ai dit, à partir de 2000 que j'ai repris les études, j'avais déjà
2 enfants. Marié, 2 enfants. Et pourtant? Père de famille. Et pourtant, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un, mon épouse, qui a été là pour m'accompagner. Qui a cru en vous? Et qui a cru en moi, parce qu'il est arrivé des moments où j'ai dû lui dire de réduire le budget familial pour pouvoir payer mes études. Et elle a accepté parce qu'elle a cru en mon rêve. Merci beaucoup. Mais pour qu'elle y croie, c'est parce qu'on a eu un débat sincère. Merci beaucoup. Il y a eu une séance de communication. Merci important. beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été transparent Merci avec elle beaucoup. pour qu'elle comprenne là où je voulais aller. Merci beaucoup. Et qu'elle m'accompagne. Merci beaucoup. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Je la remercie au passage pour ce soutien-là. Et vraiment, j'invite tout le monde d'ailleurs pas à suivre mon exemple, mais à savoir que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il ne faut pas focaliser tout son temps à ne faire que travailler, alors que les autres ont besoin de vous. C'est-à-dire que votre famille a besoin de vous. Tout à fait. Donc, de la même manière que vous consacrez beaucoup de temps au travail, il faudrait aussi aménager un temps pour partager des moments avec sa famille. Tout à fait. Tout à fait. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect, c'est important. Tout à fait. Et ceci aussi permet aux autres de se sentir dans votre cercle. OK? Donc, vous arrivez à la maison le soir, vous mangez, faites en sorte de manger en famille, mangez avec votre famille. Si vous arrivez tard, au moins, faites en sorte de manger avec votre épouse. C'est quelques moments que vous partagez avec elle. C'est des moments dont elle a besoin. C'est des moments dont votre famille a besoin. Le week-end aussi, partagez du temps avec vos amis. Ils ont besoin de ça. Vous en avez besoin. Donc le temps, il ne faut pas le focaliser à 100% sur le travail. Qu'il faut consacrer à sa famille, à ses amis, à sa maman. Il le faut. Parce qu'il faut qu'on soit conscient que c'est nous qui fabriquons l'argent. Tout à fait. Ce n'est pas le contraire. Tout à fait. Donc l'argent, la recherche de l'argent ou la recherche du profit, comme le disent les financiers, ne doit pas tout occuper. Tout à fait. Ne doit pas occuper tout notre temps, ce n'est pas normal. Tout à fait. Il faut qu'on ait du temps pour nous, du temps pour être utile aux autres. Mais le fait d'échanger 2 mots avec quelqu'un, mais vous ne pouvez pas imaginer, mesurer le plaisir qu'ils éprouvent. Le temps de se poser un moment, de prendre du thé avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Donc, il faut qu'on arrive à bien aménager nos temps pour pouvoir aussi servir aux autres, mais également se servir des autres. Parce qu'on va certainement recevoir une richesse. On va faire des échanges, on va en gagner une richesse, parce qu'on a partagé une idée avec quelqu'un. Mais au-delà de ça, il y a un aspect immatériel. Le plaisir qu'on éprouve à échanger avec quelqu'un, à échanger quelques blagues avec quelqu'un, mais c'est formidable. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis, c'est nous qui faisons la fortune, c'est nous qui fabriquons, nous sommes maîtres du jeu. Je suis d'accord. C'est pourquoi nous devons l'être sur tous les aspects de notre vie. Tout à fait. C'est hyper important. Donc consacrons aussi beaucoup de temps au-delà de notre travail, et prenons du temps aussi pour nous consacrer aux autres, pour la famille, et pour nous-mêmes, parce que des fois, il nous faut également du temps prendre du recul, nous reposer, et repartir encore les batteries rechargées. Tout à fait. Je signale également que je suis en train comme on l'a partagé, je suis en train d'écrire un livre sur la comptabilité spécifique des loteries. Super. Et Inch'Allah, je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera disponible. Ce sera disponible. Ça, très bien. Et si tu es intéressé par je t'obligerai même à venir me faire un interview sur ça. C'est hyper important, parce que c'est sur la comptabilité des loteries en Afrique. L'autre aspect par lequel je voudrais terminer, c'est de lancer un message à l'endroit des jeunes, parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat aussi. Tout à fait. Je pense dans l'interview. Pour dire qu'aujourd'hui, nous tous, on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises chez nous qui peuvent faire des recrutements massifs. Merci beaucoup. Il n'y en a pas. Les entreprises sont saturées. Pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est ça la grande interrogation. C'est pourquoi, moi, le message que je vais lancer, c'est que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Quel que soit le montant, il faut qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est important. Et que l'État puisse les accompagner également par tous les fonds qu'on a ici, qui sont à disposition. Je pense que le gouvernement a investi beaucoup dans des fonds d'investissement et qui destinés à aider les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faudrait qu'il y ait un encadrement. Tout à fait. Il faudrait que l'État, à côté de cette mise en place de fonds, demande l'encadrement des experts comme vous pour ces jeunes qui veulent se lancer en termes d'incubation, en termes de formation au métier du management, les bases minimales du management, mais surtout l'incubation et l'accompagnement. Tout à fait. Pour les amener à lancer. Parce que s'ils lancent des projets comme ça, ils vont en recruter combien? Au minimum, ce sera 2 employés, 3 employés. Et c'est également une source de lutte contre le chômage. Tout à fait. Mais s'ils abandonnent, ils font de hautes études, et qu'ils abandonnent ces études, ok, à la fin de ces études, qu'ils se mettent à chercher un emploi dans un secteur où les grandes entreprises sont saturées. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des jeunes qui vont arriver, malgré leur potentiel, malgré leur talent, à aller signer des contrats précaires. Avec des rémunérations minimes, de rien du tout. Alors que ils sont très loin de leur vrai potentiel. Voilà, alors que le potentiel, il dépasse de 10 000 fois la rémunération que vous percevez. Tout à fait. Donc je pense qu'il faudrait qu'avec l'accompagnement de l'État, que les jeunes de plus en plus commencent à s'intéresser. Je ne sais pas comment régler la question. Est-ce qu'il faudrait la régler dans nos écoles de commerce pour que les personnes, au lieu d'être formatées chercheurs d'emploi, soient plutôt formatées créateurs d'entreprises? Merci beaucoup. Je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Merci beaucoup. Si on voit le potentiel de notre pays, avec les surfaces, on peut faire des projets d'agriculture, élevage, dans tous les secteurs. On a tous les secteurs où on peut faire. Maintenant, la question maintenant, il faudrait peut-être qu'on essaie de réorienter les formations pour aller voilà, booster les gens à aller justement vers cette recherche cette créativité, quoi. Créer des entreprises. Au lieu de dire on formate des gens qui vont être des chercheurs d'emploi. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut qu'on renverse cette tendance-là. Et c'est vraiment le message que je voulais lancer pour que les jeunes puissent s'en inspirer. Et je pense que si on va dans cette direction, on pourrait les aider à réussir également leur projet. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci encore pour la disponibilité, pour le message de fin et pour toutes ces leçons-là, fortes. Et j'espère que tous ces messages-là vont inspirer. Et dites-nous en commentaire quel est le message ou quels sont les messages qui ont fait tilt, qui selon vous ont créé un déclic en vous, et comment vous voyez les perspectives justement par rapport à ça vous-même dans vos projets, comment ça pourra vous aider à l'avenir. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, d'accord? Likez pour soutenir l'initiative, partagez, parce que on est une communauté, il faut s'entraider. Il faut que quand vous avez une information qui peut aider une autre personne que vous pensez à côté, il faut partager cette information. Monsieur Gueye l'a dit, il y a l'esprit d'entraide qui l'a aidé aussi à un moment donné dans sa carrière. Tous ces éléments-là vont nous permettre d'évoluer. On dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. L'objectif de cette chaîne, c'est de créer une communauté forte, engagée et qui permet de contribuer au développement de ce continent. À très bientôt pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Ciao, ciao.